Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons démarrer ce conseil municipal du 18 mars. Je vais faire l'appel comme d'habitude. Donc moi-même présent, Arnaud Padelou. Présent. Jessica Drouet. Présente. Thomas Alberstadt. Présent. Fatima Elouari. Présente. Sébastien Martin. Zora Imad. Marie-Noël Archambault a donné pouvoir à Thomas Alberstadt. Blanche Gall devrait arriver. Jacques Varlet. Isabelle Anquetin. Corinne Ringeval a donné pouvoir à Sébastien Martin. Isabelle Bento m'a donné pouvoir. Vincent Planche. Adam Bacraclic. Frédéric Brequeville. Guillaume Chabrier. Emmanuel Avril devrait arriver en retard. Elle a crevé son véhicule. Joseph Da. Dina Varejao. Jade Mouton-Godet. Michel Suisse est absent. Gisèle Papa. Lornold. Lassana Dichan. Nelly Go. Pierre-Yves Pinchot. Je vous remercie. Je vous fais passer la feuille de présence. Le quorum est atteint. Il nous faut un ou une secrétaire de séance. Je vous propose que ce soit Thomas Alberstadt qui soit notre secrétaire de séance. C'est bon pour tout le monde, pas d'opposition. Très bien. Thomas, c'est bon pour toi? Merci Thomas. À cet ordre du jour du conseil municipal du 18 mars, il y a dans un premier temps les informations, ainsi qu'un bilan du premier mandat du conseil citoyen. Y a-t-il des questions sur... Oui, Madame Noll. Oui, j'ai trouvé quelques petites erreurs, comme quoi le tirage au sort avait été fait en direct sur la page Facebook. En fait, c'est pas au conseil municipal, ça avait été fait pour le premier tirage au sort, la création du conseil citoyen. Après, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, parce que vous aviez déterminé 4 thématiques, et après on a plein de propositions, et ça se termine par une bibliothèque d'objets qui n'ont rien à voir avec les thématiques propreté urbaine, CU, GPSO, sécurité et bien vivre ensemble. Donc la bibliothèque d'objets, le parcours de santé, je ne vois pas le rapport avec les 4 thématiques, mais bon, c'est le travail du conseil citoyen, ça c'est autre chose. Par contre, je pense qu'il y a un oubli. D'après mes souvenirs, les carrés potagers à l'ancienne mairie avaient été faits sur comment ça s'appelle sur le budget participatif. Je vais laisser M. Alberstadt, qui est notre référent conseil citoyen, vous répondre à tous ces points, Madame Nold. Allez-y. Je laisse me répondre. Merci, Madame Nold, pour vos questions. D'abord, pour votre première question par rapport au tirage au sort, je vous confirme que ce qu'on avait fait la dernière fois, donc pour la première mandature, ça devait être début 2022, c'était un tirage au sort comme là. Décembre 2021. Oui, par Facebook Live. Donc c'était sur la page du maire. Là, on a fait à la fois sur la page du maire et sur la page de la commune. Non, la première fois, ça avait été lors d'un conseil municipal. Non. Le tirage au sort avait été fait. Bah non, pas du tout. Non, ça vous confondez peut-être avec les jurés pour les assises. Ah, d'accord. Bon, alors excusez-moi, je croyais que c'était au conseil municipal. Deuxième chose, pour le sujet de leurs travaux, leurs propositions sur les quatre sujets. En fait, on leur a donné 2 missions. C'est d'ailleurs ça figure dans le règlement de cette instance. Tout d'abord, on leur a donné pour mission de nous faire des propositions sur tout sujet d'intérêt général, d'intérêt municipal dont ils voudraient se saisir. Donc, ils ont effectivement travaillé en atelier pendant plusieurs séances. Et donc oui, ils ont travaillé sur la communauté urbaine GPSO, la sécurité, la propreté et le bien vivre ensemble à Mézières. Et deuxième mission qu'on leur a donnée, c'était de pouvoir initier des projets d'intérêt municipal via le budget participatif municipal qu'on leur a alloué, donc 20 000 € pour 2022 et 20 000 € 2023. Donc effectivement, ça n'a pas forcément de rapport, parce que c'est 2 missions qui sont distinctes. Donc voilà. Et troisième question,
vous parlez de l'oubli pour le projet des carrés potagers. Ça encore, ça n'a rien à voir parce que c'est le budget participatif écologique régional qui a été alloué par la région Île-de-France. Donc ça ne rentre pas dans le cadre du budget participatif municipal pour le Conseil des citoyens. Voilà. D'accord. Mais vos questions me permettent aussi d'appuyer et de remercier les membres du Conseil des citoyens pour leur travail. Donc vous le voyez dans le rapport d'activité qui vous a été envoyé, que leur bilan est assez riche. Et donc en tout cas que cette instance, contrairement à ce que vous avez pu critiquer il y a 2 ans, Madame Nolde, a bien une réelle utilité. Et voilà, donc je remercie ces habitants investis pour l'intérêt municipal. Par contre, le parcours de santé n'a pas plu à beaucoup de gens, enfin tout du moins aux riverains, parce que ça a été fait dans un bois classé EBC. Donc normalement, on ne devrait pas changer la nature du bois classé. Donc normalement, des projets, ils sont entérinés et étudiés par vos services techniques. Donc voilà. Et quand vous nous aviez présenté ce projet, il n'avait jamais été question de faire un escalier entre des maisons. Donc voilà. Je pense que ça n'a pas eu beaucoup de suffrages. Donc voilà, c'est tout. Parce que normalement, les projets ils doivent être techniquement et juridiquement viables et étudiés en amont pour correspondre aux besoins. Et là, il y a un vide, pas juridique, mais si, parce qu'en fait, au niveau urbanisme, ça ne collait pas. Le lieu de la pose des agrès ne correspond pas. Merci Madame Nolde pour votre question et je vous reconnais là avec votre récupération politique. Mais non, il n'y a pas de récupération politique. Si. Je ne suis pas une politique, moi, monsieur. Ça. Bah, vous êtes élu, donc. Je suis élu, mais je ne suis pas une politique. Je ne suis pas encartée. Je ne réponds à aucun. D'accord. Si je peux vous répondre. Dogme. Donc pour ce projet, oui, effectivement, il y a eu trois riverains qui nous ont interpellés sur le sujet. On les a reçus plus de 2h30 en mairie pour les rassurer, parce qu'il y avait peut-être une mécompréhension sur ce projet et l'impact sur le quartier. Il y aura aucun déclassement du bois qui restera bien en EBC. En plus, ce bois a été surprotégé par notre maire, aussi vice-président au développement durable à GPSO, puisqu'il a été classé dans le plan de prévention du bruit. On ne change pas le revêtement du sol. Voilà, il s'agit juste de 8 agrès en bois pour permettre aux sportifs d'aller se défouler un peu. Vous inquiétez pas, il y aura toujours des biches qui passeront. Voilà, donc. Oui, c'est pareil. Mais en tout cas, au niveau juridique, il y a aucun souci. Effectivement, le classement en zone EBC interdit, on va dire, les constructions. Mais en tout cas, la jurisprudence constante permet, on va dire, à ce type d'activité de pouvoir être implanté. Preuve en est qu'il y avait déjà un terrain de pétanque qui a été installé là précédemment. Nous, mais il était inutilisé et il était en friche. Donc nous, on a fait un vrai projet plus propre qui permettra évidemment aux Mézirois de pouvoir faire une activité sportive. C'est un site en plus complémentaire au site du stade de la Conche et au stade ici, qui permettra aux habitants des rues limitrophes de pouvoir pratiquer du sport. Donc voilà, et puis tous les habitants qu'on a interpellés sur le sujet, les riverains de la rue du Bac-au-Phare et des Ligneux, suite au porte-à-porte qu'on a fait avec Monsieur le maire, ont tout à fait compris. Donc voilà, voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer sur le sujet. Ah bon, voilà. Ça va. C'est bon, tout est très parfait. Merci Monsieur Alberstadt, et je rajouterai une phrase qui m'est chère, que l'intérêt général n'est pas une succession de quelques intérêts particuliers, Madame Nolde. Mais c'est pas une question d'intérêt particulier, c'est une question d'implantation qui n'a pas été bien faite. Je pense qu'elle n'est pas bien faite. Très bien. Je pense qu'on l'a compris, Madame Nolde. Elle posera beaucoup de problèmes aux gens qui habitent à côté, c'est tout. Très bien.
Merci. Pas d'autres questions sur ces points d'information. Nous pouvons passer au point délibératif. Bien, nous passons au point délibératif. Le point 1, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2024. Nous sommes-nous trompés là aussi, Madame Nold? Non? Non, je pense pas. Ok. Je peux mettre aux voix. Pas de demande de modification. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième point, il s'agit d'une convention de partenariat avec l'association Aptima dans le cadre de la mise en place d'une bibliothèque d'objets qui est le projet, enfin un des deux projets du Conseil citoyen. Monsieur Alberstadt, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour rappel, donc, lors du Conseil municipal du 3 avril 2023, vous avez validé le projet du Conseil des citoyens de créer une bibliothèque d'objets qui sera installée derrière la salle Arc-en-Ciel. Et maintenant, il vous est présenté un projet de convention avec l'association Aptima. Donc, c'est une association loi 1901 qui est une structure économique d'utilité sociale qui porte une action solidaire et environnementale et qui met en place des processus de production autour du traitement des matières recyclables. Ils sont soucieux de maintenir un équilibre et une efficacité économique. Et c'est une association qui est vraiment créatrice d'emplois sur le territoire puisqu'ils sont basés sur Mantes. Donc, ils privilégient la proximité géographique. Et donc, ils s'impliquent réellement dans une démarche d'accompagnement, de formation et d'insertion. Donc, après débat au sein du Conseil des citoyens, il a été fait le choix de préconiser de faire porter le projet de bibliothèque d'objets par Aptima. Et donc, on a travaillé avec eux, on les a fait venir plusieurs fois. Et donc, la convention que vous avez reçue, la convention de partenariat, est le fruit des échanges avec cette association. Donc, considérant que le partenariat avec l'association Aptima permettra de faire naître et de conduire le projet de bibliothèque d'objets souhaité par le Conseil des citoyens, il est proposé aux membres du Conseil, article 1er, d'approuver la convention de partenariat avec l'association Aptima pour la mise en place d'une bibliothèque d'objets, article 2, d'autoriser Monsieur le maire à la signer et à en suivre l'exécution. Merci, Monsieur Alberstadt. Des questions sur cette délibération? Allez-y, Madame Nold. Là, il va y avoir une centaine d'objets. Vous êtes fournis par qui, ces objets? D'accord. Et la question de M. Adichan? C'est qu'on a lu un article sur Aptima. En ce moment, ça ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de renseignements, Monsieur le maire? Alors, je pourrais éventuellement vous répondre sur l'article que j'ai lu comme vous, j'imagine. Par contre, sur la question des sans-objets, Thomas, tu veux peut-être répondre? Ces objets proviendront à la fois d'Aptima, qui seront issus un peu d'un stock qui constitue. Voilà, c'est de la récupération, hein, mais c'est des objets qui seront en très bon état. Hein. Et à la fois, les Mésirois pourront venir aussi déposer des objets dont ils n'ont plus l'utilité. Et le but de ce projet, encore une fois, et c'est ce qui tenait vraiment à cœur aux membres du Conseil des citoyens, c'est d'être un projet d'économie circulaire et de permettre voilà, aux habitants du coin, au lieu d'acheter des objets dont ils ne se serviraient peu souvent, de pouvoir les louer pour une somme modique. Et voilà, donc c'est un but à la fois écologique et solidaire. Et donc, pour répondre à votre question, M. Adichan, je n'en ai pas réellement la réponse. Je ne suis pas conseiller ni juge au prud'homme. Alors, j'ai lu dans une presse papier, en effet, qu'il y avait une petite crise en interne avec quelques cadres de l'association. Il faut savoir que cette association, c'est entre 120 à 150 salariés. Donc, il y a peut-être forcément de temps en temps des tensions. En tout cas, je ne sais pas de quoi il en résulte. J'ai vu et j'ai lu comme vous que certains salariés, je pense que c'est moins de 10 ou moins de 5, je ne sais plus le nombre, avaient mis au prud'homme, il me semble, le dirigeant. Et j'ai vu aussi que le président avait pris la parole sur le sujet, mais voilà, je n'en sais pas plus que ce que j'ai lu comme vous dans la presse. D'autres questions sur cette convention? Très bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Nold. Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Troisième point, lié à la loi APER, détermination des zones d'accélération des énergies renouvelables. Madame Drouet, je vous laisse la parole. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Donc, la réglementation actuelle nous oblige en effet à accélérer les projets d'implantation de production d'énergie. Nous devons donc délibérer sur les zones dans lesquelles les projets de production d'énergie renouvelable seront encouragés.
Ce projet, comme vous le savez, a été présenté aux habitants du 7 février au 7 mars 2024 pour avis préalable. Le projet se décline en fait en 9 installations de production d'énergie possibles. Donc, je vais résumer rapidement. Il y a la chaleur fatale qui permet de récupérer des calories produites à l'occasion d'un procédé industriel. Elle convertit les calories perdues en énergie utile réinjectée via un réseau de chaleur urbain. Mézières n'est pas concernée car nous n'avons pas d'équipement susceptible de rentrer dans cette catégorie. Il y a la géothermie de surface qui concerne l'exploitation de la chaleur contenue dans le sous-sol jusqu'à 200 mètres, qui est prévue pour le futur quartier de gare et qui est imposée en mixte avec le solaire à tout projet. L'énergie bois. Une chaufferie bois, c'est une installation permettant de produire de l'énergie à partir de la combustion du bois. Cette énergie n'est pas souhaitée par la commune. La géothermie profonde, c'est l'exploitation de l'énergie contenue dans le sous-sol. Et comme vous le savez, compte tenu de sa topographie et de ses sous-sols, la commune ne souhaite pas développer cette énergie. Le solaire thermique. Un panneau solaire thermique permet de convertir le rayonnement du soleil en énergie calorifique. Cette énergie est prévue dans le périmètre du quartier de gare ainsi que sur l'ensemble des quartiers de la commune. Le solaire photovoltaïque transforme le rayonnement solaire en électricité. Nous avons un projet de zone d'accélération sur le périmètre du quartier de gare ainsi que sur l'ensemble des quartiers bâtis de la commune. Pour l'éolien terrestre, la commune n'est pas intéressée. En ce qui concerne le réseau de chaleur, c'est un système de distribution de chaleur produit de façon centralisée et desservant une pluralité d'usagers. La commune ne souhaite pas créer de zone pour les réseaux de chaleur. Concernant la méthanisation, cette énergie existe déjà sur le territoire, donc pas de zone de prévue sur Mézières. En conclusion, on peut dire que le quartier de gare est prévu comme zone d'accélération d'énergie renouvelable avec géothermie de surface, solaire thermique et solaire photovoltaïque. L'ensemble des quartiers déjà bâtis également concernant le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Considérant que la municipalité entend s'inscrire dans une démarche de transformation de la société en vue de minorer l'impact humain sur son environnement, que chaque catégorie d'énergie renouvelable a été prise en considération au regard du territoire communal, de ses atouts et de ses possibilités, que le projet présenté aux membres du Conseil tient compte des avis de la population consultée sur ce sujet. Il est proposé aux membres du Conseil d'identifier donc comme zone d'accélération d'énergie renouvelable, comme je vous l'ai expliqué, le quartier de gare et l'ensemble des quartiers déjà bâtis en ce qui concerne le solaire thermique et voltaïque. Article 2, de préciser que les projets en quartier de gare devront obligatoirement comprendre un mixte entre géothermie de surface et solaire. Et enfin, article 3, de préciser que les autres catégories d'énergie renouvelable ne trouvent pas à s'appliquer sur la commune de Mézières pour les raisons précisées dans la consultation publique. Merci Madame Drouet. Des questions? Bien, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Je remercie les quelques Méziérois qui ont participé à la concertation publique sur notre site internet. Nous allons passer à un point important, le débat d'orientation budgétaire. Je vais laisser notre directrice le projeter. Normalement, tous ceux qui sont à distance vont le voir apparaître sur l'écran. Et vous devez le voir également. C'est bon pour tout le monde? Alors, comme d'habitude, vous avez reçu le ROB en plusieurs pages. Et comme d'habitude, je vous en fais une synthèse pour que nous puissions débattre à l'issue. Je rappelle que ce débat d'orientation budgétaire est obligatoire dans toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants, qu'il doit avoir lieu dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif et qu'il n'a pas de caractère décisionnel à l'instant T. Il nous permet d'échanger, de retracer tout ça dans une délibération et de pouvoir, à l'issue de ce débat, appréhender le vote du budget qui aura lieu avant le 15 avril. Un petit tour du contexte national pour vous dire et international, pour vous dire qu'à l'international, mais vous le savez, nous sommes dans un contexte toujours aussi tendu avec les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Les perturbations persistantes sur les marchés de l'énergie et des produits alimentaires que nous subissons, nous également, puisque nous sommes, comme tous les concitoyens, consommateurs d'énergie, mais aussi pour beaucoup de produits alimentaires dans nos cantines. Une prévision de croissance de 0,9% suivant la Banque de France, à 1,4% suivant la loi de finances. Donc qui aura raison, nous le verrons.
Qu'est-ce que nous dit la loi de finances 2024, que nos parlementaires ont voté? Elle nous dit qu'il y aura un renforcement du soutien aux collectivités et une prolongation du fonds d'accélération de la transition écologique, dit notamment fonds vert, de 2 à 2,5 milliards d'euros en priorité pour la rénovation énergétique des écoles. Vous dire aussi, cette loi de finances, qu'il y aura une augmentation du fonds de compensation de TVA avec une modification de certaines dépenses éligibles, une DGF augmentée de 320 millions d'euros. Pour rappel, ça ne veut pas dire que Mézières en aura davantage les fruits. L'État abonde davantage, et puis il y a un système de péréquation au vu de certaines collectivités. Une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 3,90% suite à la publication de l'indice IPCH, qui est l'indice des prêts à la consommation harmonisé, et la généralisation du CFU, compte financier unique, qui a été décalé au plus tard à l'exercice 2026, et pour lequel, et nous le verrons lors du vote du budget, la commune de Mézières-sur-Seine est en expérimentation dès son exercice 2023. Un petit état des lieux de la commune. La commune a réussi à dégager un résultat 2023 en fonctionnement satisfaisant malgré l'inflation. Nous sommes à peu près à 280 000 euros d'excédent. Pour 2024, il est prévu, en tout cas ce que nous proposerons et ce que nous proposons ce soir, qu'il y aura un effet dans le chapitre 12 de l'augmentation du point d'indice en juillet 2023. Vous savez que les fonctionnaires ont eu une augmentation dès juillet 2023. L'attribution de 5 points d'indice au 1er janvier 2024 et l'instauration de la participation à la protection sociale des agents. Des coûts de fluide limités en 2023 grâce au marché avec le syndicat d'électricité et d'énergie des Yvelines et au plan de sobriété que nous avons voté. Vous le savez, je l'ai publié sur les réseaux, nous avons diminué notre consommation d'électricité, en tout cas de fluide, d'environ 20%, grâce aux efforts que nous avons toutes et tous faits. Mais malgré tout, notre facture a presque doublé. Donc voilà, preuve que nous avons fait beaucoup d'efforts et qu'en faire davantage, ça serait compliqué, puisque je vous rappelle que dans tous les bâtiments communaux, c'est 19 degrés, et que là où on fait du sport, comme le dojo, etc., c'est 14 degrés. Donc voilà, c'est un bel effort que nous avons fait, et cela nous a permis de générer 20% d'économie d'énergie, mais pas d'argent. Nous souhaitons aussi des événements culturels qui continuent d'exister et ne pas voir Mézières mourir. Le maintien des subventions à nos associations, qui pour certaines ont vécu et vivent les mêmes choses que nous, notamment les associations, et je pense à une en particulier qui emploie des salariés et qui fait vivre Mézières de septembre à juillet, du lundi au dimanche, de 7 à 77 ans, et qui, comme nous, a vu des augmentations du SMIC, a vu plein de choses, a vu des charges patronales augmenter. Donc, sans décision, comme le conseil municipal, eh bien, elle voit ses dépenses augmenter naturellement. Donc, je pense qu'il est de notre responsabilité que de soutenir davantage et de continuer à soutenir ces associations. Et puis, la commune souhaite des structures à la hauteur des attentes des Méziérois, notamment avec le cabinet médical et le projet du stade de la Conche. Les orientations budgétaires pour 2024 que nous souhaitons, c'est déjà pérenniser l'autofinancement. Donc, vous le verrez dans les chiffres, on a un autofinancement très satisfaisant. On pourrait le vouloir encore mieux, mais c'est déjà pas mal au vu de ce qu'on a vécu. Ceci pour conserver des marges de manœuvre budgétaires et notamment une capacité d'investissement. Continuer à maintenir l'évolution des charges de fonctionnement, notamment dans la redéfinition des besoins communaux et la mise en concurrence systématique de ces marchés. Assurer une gestion stratégique et rigoureuse afin de maîtriser l'endettement. Vous verrez que là aussi, on a fait beaucoup d'efforts. Contenir l'évolution de la masse salariale, malgré les différentes réformes impulsées par le gouvernement. Comme je vous l'ai dit, on peut rester à effectif constant, mais il n'empêche que, de par l'imprime-inflation, l'évolution annuelle du glissement vieillesse et technicité, ainsi que celle de l'indice de la fonction publique qui, mine de rien, depuis 2020, a déjà eu 3 augmentations. Et bien sûr, tout cela en restant compétitif grâce à l'institution d'outils de gestion attractifs tels que la participation à la protection sociale des agents. Et ça, vous le savez, nous l'avons voté en conseil municipal. Maintenir et garantir une qualité de service proposée aux Méziérois, et ce, dans tous les services. Maintenir la programmation pluriannuelle d'investissement ambitieuse visant à répondre aux besoins actuels des habitants, mais surtout futurs.
et maintenir une politique environnementale transversale, notamment par la rénovation énergétique des bâtiments communaux, au-delà, et on va le voir, d'être arrivé à la fin du passage en LED de toutes nos écoles, au-delà d'avoir déjà rénové l'école des Tilleuls d'un point de vue couverture, mais aussi les Petits Princes d'un point de vue isolation complémentaire et toiture. Nous avons envie d'utiliser et continuer d'utiliser le fonds vert pour continuer à consommer encore moins en rénovant de façon énergétique nos écoles, qui sont aujourd'hui nos plus grands bâtiments, les bâtiments dans lesquels parfois on est obligé d'utiliser beaucoup de chauffage. Donc je pense que c'est là, et nous pensons que c'est là où il faut mettre le paquet. Les prévisions en termes de fonctionnement. Donc en dépenses, avec tout ce que je viens de vous dire, nous souhaitons élaborer le budget, et je vais vous passer toutes les petites lignes, je vais surtout vous parler des grosses lignes. Vous savez qu'en dépenses, on a deux gros chapitres de dépenses. Le chapitre 12, les ressources humaines, qui correspond à environ 50-52% de notre budget. Et puis le chapitre 11, les affaires générales, ces deux réunis font quasiment le 3/4 de notre budget. Donc comme je vous l'ai dit, le chapitre 12, avec tout ce que le gouvernement nous a imposé en termes d'augmentation des points d'indice et du SMIC, etc., sans recruter davantage, nous souhaitons le maintenir pour 2024 à du coup une augmentation de 3,7%. Et puis tout ce qui est le chapitre 11, dans lequel on a les fluides, les prestations de services, mais c'est surtout les fluides, vous l'imaginez bien, nous souhaitons contenir, malgré les augmentations diverses et une inflation à 7%, nous souhaitons contenir ce chapitre avec une augmentation de 1% uniquement. Donc encore des efforts à faire, tout en conservant une qualité de service, mais avec l'objectif de terminer l'année 2024 aussi bien, si ce n'est mieux, que l'année 2023. En recettes, forcément, vous l'aurez compris, avec l'augmentation des bases de 3,9, et malgré la perte de la DMTO, qui est la taxe que les gens payent sur les acquisitions, donc avec la crise du logement. Vous savez que le département, et vous le verrez puisqu'il y a une motion au conseil municipal, annonce perdre entre 140 et 150 millions d'euros de DMTO. Forcément, cette DMTO, elle est collectée à l'échelle départementale et elle est redistribuée dans chaque commune sous forme de péréquation. Et c'est pas que le marché de Mézières va mal, c'est que le marché du logement va mal partout en France, mais aussi sur notre département. Donc nous allons subir forcément aussi une perte sèche d'environ 100 000 euros sur ce chapitre. Et voilà. Donc malgré tout ça, en recettes, nous prévoyons et nous souhaitons élaborer le budget avec une augmentation sur le chapitre 73, qui est impôts et taxes, de 1,4%, ce qui n'est pas non plus énorme, mais voilà. Et puis sur le service aux administrés, donc tout ce qui est lié à ce qu'on facture, donc la cantine, le périscolaire, la salle des fêtes, etc., une augmentation d'1,20%. Là aussi, c'est les deux gros chapitres de fonctionnement. Un petit zoom sur les dépenses en particulier. Donc les nouvelles chaudières dans les deux écoles pour une meilleure gestion des consommations. Je l'ai dit, mais c'est important, la répétition fixe la notion. La masse salariale. Il y a forcément un impact de 2023 sur l'augmentation de la valeur du point, l'augmentation du SMIC au 1er janvier, et puis les 5 points d'indice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au 1er janvier 2024. La fin du passage en LED de tous les éclairages afin de réduire notre consommation énergétique, et puis le coût de la restauration avec une répercussion sur le marché d'Yvelines Restauration. Un petit volet ressources humaines, qui est aussi une obligation, mais que vous puissiez voir les chiffres. Nous restons au 1er janvier 2023 à 60 agents, dont 43 titulaires, 17 non titulaires. En titulaire, nous avons 11 hommes, 32 femmes. En contractuel, 7 hommes, 10 femmes. Ensuite, il y a une répartition par service. Ce que je retiens surtout, c'est que le gros de notre masse salariale, enfin en tout cas le plus gros service, reste l'enfance-jeunesse. Vous avez aussi une répartition par catégorie. Donc 4 femmes en catégorie A, pas d'hommes. 2 hommes en catégorie B, 3 femmes en catégorie B et le reste de nos agents en catégorie C. Voilà, 42 femmes, 18 hommes. Projection sur le budget d'investissement, ce que nous prévoyons de mettre au budget. Donc la continuité du cabinet médical. Vous savez qu'en reste à réaliser, il y aura forcément, puisqu'on a fait un emprunt d'1,5 million pour acheter le cabinet à 1 490 000. On a, sur le budget 2023, payé la moitié, et sur le budget 2024, on paiera l'autre moitié.
De nouvelles installations sportives au stade de la Conche. Nous avons fait, il me semble, le 17 novembre, une réunion publique pour présenter ce projet. Nous souhaitons l'intégrer au budget 2024 avec les subventions afférentes. Continuer l'amélioration thermique des bâtiments communaux, je vous l'ai dit, on souhaite mettre le paquet sur la rénovation énergétique des écoles, d'autant que le fonds vert flèche cet objectif. Changement de chaudière à l'école des Tilleuls et de la Villeneuve, je vous l'ai dit aussi, c'est à chaque fois mettre des chaudières nouvelle génération qui nous génèrent jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Lancer les travaux de réhabilitation et d'extension des locaux périscolaires à la Villeneuve. Donc en synthèse, c'est un peu plus de 400 000 € que nous avions déjà mis au budget et que nous souhaitons commencer en 2024 pour enlever tous les vieux Algeco qui datent de Mathusalem, qui ne sont pas très utilisés, voire utilisables, pour en faire un vrai projet périscolaire. La mise en sécurité de la falaise des Ligneux, et puis pour le plus petit projet, l'aménagement du chemin de randonnée de Chatou à Giverny en passant par Mézières. Vous savez, c'est les fameux terrains que nous avons achetés à GPSO pour longer le golfe de Guerville et atteindre le GR. En recettes d'investissement, les principales recettes que nous imaginons intégrer au budget, la FCTVA, 65 000, 887 989 €, c'est précis, de subventions diverses et variées pour nos projets. Le résultat de 2023 de cette section d'investissement, donc 348 000. Et puis, certainement, un virement de section, puisque avec les 280 000 € d'excédent de fonctionnement de cette année, plus les exercices antérieurs cumulés, nous arrivons à 509 000 et nous imaginons faire un virement de section sur le budget 2024. Donc en transparence, dans ce DOB, nous vous le faisons savoir. Un petit laïus sur la gestion et la structure de la dette. Donc l'encours de dette s'élèvera au 31 décembre 2024 à 2 320 000 €, ce qui fait un emprunt moyen par habitant à 607 € à la fin de l'exercice 2024. Pour rappel, le montant moyen des communes de même strate est à 726 € par habitant. Mézières-sur-Seine reste donc en dessous du montant de sa strate au niveau de l'endettement. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que de par une meilleure capacité d'autofinancement, notre capacité de désendettement en 2022 était de 6 ans et 10 mois. Et grâce à l'amélioration de nos ratios et à une gestion du budget beaucoup plus contrainte et structurée, nous avons, en 2023, une prévision d'une capacité de désendettement de 5 ans et 11 mois. Donc malgré le nouvel emprunt d'1,5 million, grâce à la gestion de la commune, nous avons amélioré notre capacité de désendettement d'un an. Une évolution prévisionnelle du budget. Donc vous le voyez, de par l'augmentation des impôts, nous avons augmenté nos recettes. De par mais c'est ce que nous avions prévu. De par des décisions qui ne sont pas des nôtres encore une fois, notamment l'inflation en général, mais aussi la très grande inflation des fluides, nous avons de fait augmenté nos dépenses liées aux fluides, comme je l'ai dit, liées un peu aux ressources humaines aussi, de par tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, et ainsi de suite. Ce qui nous donne, nous avions une épargne de gestion en 2022 de 208 310. En 2023, nous terminerons l'année dans le compte financier unique, puisque je vous le rappelle, au vote du budget, il n'y aura plus de compte administratif ni de compte de gestion, ce sera un CFU. Et dans ce CFU, on aura une épargne de gestion de 491 600. Une fois qu'on enlève l'intérêt de la dette, forcément notre dette a un peu augmenté de par l'emprunt, ça nous donne une capacité d'autofinancement de 422 648 € comparativement à 2022 où nous étions à 152 000. Quand on déduit le remboursement du capital de la dette, qui lui aussi du coup a augmenté de par l'emprunt, nous passons en épargne nette de 279 797 en 2023, comparativement à 2022 où nous étions à 27 000. Voilà mes chers collègues, pour que nous puissions débattre s'il y a lieu de débattre avant le vote du budget. Monsieur Pinchot. Voilà. Oui, le dernier tableau que vous avez présenté est instructif parce que
il y a une ligne qui s'appelle recettes réelles de fonctionnement hors produits de cession. Donc là, on imagine que ce sont les recettes essentiellement fiscales de la commune. Et on observe qu'elles sont passées de 4 349 000 à plus de 5 millions. Et donc, j'ai fait la différence, et la différence, c'est environ 680 000 euros. Or, je me souviens qui est dû à l'augmentation des impôts. Je rappelle que l'année dernière, nous avons eu une augmentation de la taxe foncière très conséquente, combinée d'ailleurs avec une augmentation des bases fiscales, et que les deux combinés, je vous avais demandé à l'époque combien était attendu de recettes supplémentaires et vous aviez répondu 550 000 euros. Et si on regarde la réalité, ce n'est pas 550 000 euros supplémentaires qui ont été demandés comme effort aux Méziérois, mais c'est 680 000 euros. C'est la différence entre les deux chiffres. Je le constate dans le tableau. Oui. Alors donc, voilà, je voulais vous demander si l'explication de la bonne performance et de l'autofinancement n'était pas tout simplement due à la pression fiscale importante et aux rentrées fiscales supplémentaires qui ont été enregistrées dans les comptes. Non, parce qu'en fait, vous avez simplement soustrait les recettes de fonctionnement 2023 aux recettes de fonctionnement 2022. Et dans ces recettes de fonctionnement, il n'y a, heureusement d'ailleurs, il n'y a pas que la fiscalité. Il y a aussi les prestations de services. Quand on a, la cantine, le périscolaire, etc., vous le savez, dans le même temps qu'on a pris la décision d'augmenter les impôts pour 550 000, on a pris la cession. Alors les produits de les cession. produits de cession, ça n'a rien à voir avec ça. C'est si on uniquement vendait un les terrain. ventes. Oui. Ah d'accord. Donc voilà, nous avons respecté ce que nous avions dit. Produits de service. Non. Ah non, pas du tout. Il y a bien toutes les prestations de services. Donc en effet, si vous faites la soustraction comme vous avez fait, il y a un peu plus de 500 000 euros liés à l'impôt et le reste, c'est uniquement de la prestation de service. Mais la prestation de service, le supplément donc a été payé également par les mêmes Méziérois. Hein, c'est la cantine scolaire, c'est les services, etc. Et donc la réalité, c'est qu'il y a 680 000 euros supplémentaires. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a les participations des communes au RPE. Il y a les locations de salles de réunion. Il y a aussi l'augmentation. Vous le savez, on a eu 100 000 euros en plus de recettes à GPSO dans les attributions de compensation. Il y a plein de choses à l'intérieur. C'est simple de traduire comme ça, mais vous le verrez dans le cadre de l'élaboration du budget. Ce sera davantage ventilé. Je le rappelle, nous sommes dans le DOB où nous discutons des grandes orientations. On n'est pas là pour parler du chiffre. On aura l'occasion d'en parler quand nous allons voter le budget. Et vous le savez, il y a une commission finance qui est prévue. Vous avez certainement reçu l'invitation sur laquelle on verra chiffre par chiffre, ligne par ligne. Là, on est dans les grandes orientations avec les pourcentages que nous ambitionnons pour pouvoir élaborer le budget et vous proposer quelque chose qui reste en corrélation avec les orientations. Alors, pour rester dans le chapitre 73, donc les impôts et taxes, donc vous prévoyez une augmentation de 1,4%. Alors, comment faire une augmentation de 1,4% alors que la taxe foncière, les bases locatives vont augmenter encore de 3,90%. Donc ça, je vous ai... Ça me paraît... en fait, je vous ai répondu dans la présentation. Comme... Non, c'est pas bizarre. C'est qu'en fait, dans ce même chapitre, il y a la DMTO. Donc naturellement, les 3,9%, on les a comptés, ça va faire pas loin de 90 000 euros. Et la DMTO baisse. Et la DMTO, on la pèse de quasi autant. Donc en fait, on va être à 1%. 1,4. D'accord. Voilà. OK. Bon, et alors, même remarque sur le même tableau, mais cette fois-ci au niveau des dépenses réelles de fonctionnement hors intérêt de la dette, on observe au final que de l'année 2023 à l'année 2022, il y a une augmentation de 9,57%. Donc,
les dépenses, c'est les chiffres que je vois. Hein. Oui, mais ça, parce 4 que... 141 000, 4 537 000. Bon, le total, c'est la différence, c'est 396 000. Si vous rapportez ça à 2022, ça fait 9,57%. Voilà, mais ça, c'est pareil à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on peut dire que les dépenses ont augmenté de 9,57%? Bah, si dit comme ça, on tord la vérité. Moi, je vais vous répondre dans la vérité. C'est quand vous avez, et souvenez-vous, j'ai pas encore Alzheimer, quand on a fait le budget, on vous a dit, ça nous, enfin voilà, on vous l'a dit, le marché de la restauration scolaire, pour qu'il reste à service constant, on s'est pris une augmentation de 30%. Donc, c'est bien des dépenses. On dépense l'argent quand on commande la restauration scolaire. Elle est refacturée derrière, pas en intégralité, il y a un reste à charge. Mais on a pris 30% d'augmentation sur la restauration scolaire, qui est un gros marché, on doit être pas loin de 200 000 pour Mézières. Donc quand on prend 30%, mais en sachant que sur le chapitre général, on n'a pris que 9, ça veut dire qu'on a verrouillé certaines autres dépenses. Parce que sinon, si on avait tout laissé à la volo, on aurait pris 30%. Voilà, c'est pour ça que les chiffres, il faut aussi... Non, mais c'est un peu paradoxal par rapport à la présentation. On nous dit charge générale, le gros morceau, plus 1% seulement. Ah bon? Chapitre 12, les effectifs, les frais de personnel, plus 3,7%, etc. Donc tout ça paraît très raisonnable. Et puis au final, on constate que globalement, la différence entre les deux chiffres de total de charge, c'est 9,57%. Alors après, il faut faire attention aussi à ce que vous comparez. Parce que quand on compare un BP à un CA, le budget prévisionnel, il est forcément équilibré. Donc sur un budget prévisionnel, vous ne faites pas d'excédent de fonctionnement. Vous le votez à budget équilibré. C'est seulement quand vous avez votre compte administratif, enfin maintenant notre CFU, que vous avez généré des économies. Mais on ne peut pas voter un budget en disant on va faire des économies, sinon ça s'appelle un budget insincère et c'est illégal. Donc, oui, non, mais d'accord. En fait, c'est pour ça qu'il faut comparer. Là, on vous donne nos ambitions. On veut élaborer le budget 2024 et comme vous le dites très justement, et c'est ce que nous avons aussi discuté dans la majorité, le fait de mettre 1% d'augmentation alors qu'on est 7% d'inflation sur le chapitre 11 et 3,5, c'est ça, 3,5 sur le chapitre 12, enfin, c'est plutôt, à mon sens, encore une fois, je trouve que c'est bon, voilà, c'est sain pour la commune. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ce DOB, Madame Nol? Oui, on a une épargne nette qui est de 279 000, mais bon, on a quand même eu une augmentation d'impôts et un prêt d'1,5 million. Donc cet effet d'argent d'un seul coup va s'amenuiser avec la gestion qui sera faite dans l'année. L'épargne nette, là, elle est un petit peu artificielle du fait de l'emprunt et de l'augmentation d'impôts. Ça a fait un effet waouh un peu de votre comptabilité. Ce que vous dites est faux, puisque les 1,5 million sont en investissement. Là, on parle du fonctionnement en règle générale. Vous me dites qu'on a augmenté nos ratios parce qu'on a emprunté 1,5 million. C'est faux. Les 1,5 million sont partis en investissement. Oui. Les ratios ont été améliorés. En effet, et là je vous rejoins, grâce à l'augmentation des impôts, mais ça on l'avait dit, on s'en cache pas. Mais on avait dit aux habitants, on en a besoin. Parce que quand ma facture d'électricité elle double, donc on peut refaire le cinéma 15 fois, hein, j'en ai expliqué, j'ai parlé de ça pendant 13 mois. Quand nos factures d'électricité elles doublent, quand on nous impute des volontés du gouvernement d'augmenter les fonctionnaires, d'augmenter le SMIC, tout ça c'est nous qui payons. Enfin, il n'y a pas de souci, c'est bien pour les fonctionnaires, parce qu'ils n'ont pas été augmentés depuis 2009, mais ils ont quand même pris 3 augmentations depuis 2020, peu importe. Mais en tout cas, c'est nous qui payons tout ça. Donc j'ai dit aux habitants, si on veut continuer à investir dans l'avenir et ne pas subir, voire même ne pas fermer les services, j'ai besoin de cette générosité. Donc ce que vous dites est faux. L'emprunt n'a pas fait l'effet waouh sur le fonctionnement. Ce qui a fait l'effet waouh, c'est l'augmentation des impôts. Donc merci aux habitants. Et c'est notre gestion... Parce que, comme dit souvent, et on en a dit souvent entendu discuter, Arnaud Padou, mon premier adjoint, me dit quand tu as 100 € dans la poche, il faut faire attention, souvent tu as tendance à le dépenser. Et il a raison. Et je pense qu'on a montré en 2023 que les 100 € qu'on nous a mis dans notre poche, on ne les a pas dépensés. Puisqu'on a amélioré nos ratios,
On a fait un excellent fonctionnement équivalent à celui de 2019 quasiment, puisqu'on était à 320 000 euros. On est arrivé à 280 000, malgré tout ce qu'on a vécu. Donc je pense que, même si vous voulez reprocher des choses, mais reprocher des choses vraies, Madame Nolte. Je peux pas vous... On a l'impression que vous êtes un martyr à chaque fois. Mais je suis pas un martyr, mais dites la vérité. Dites pas l'effet waouh avec l'emprunt. C'est pas le même budget. Donc ne dites pas n'importe quoi. Donc posez vos questions. On peut même dire que l'effet waouh va se reproduire encore cette année. Eh bien, je ferai le budget. Je le dis à... Pour les Mézièrois, ça va faire l'effet ouïe, ouïe, ouïe. C'est pas pareil. Bah la hausse du... Je sais plus, on l'a calculé. Combien ça fera en moyenne par foyer? La hausse des 3,9, je ne me rappelle plus. Oui, mais ça, c'est pas lié à... Non, c'est pas de notre fête, mais parce que M. Pinchot dit l'effet waouh, ils vont l'avoir. C'est pas spécifique aux Mézièrois. C'est pas spécifique, c'est la France entière. Mais on saura vous le dire dans le cadre de l'élaboration du budget, combien ça fera pour le Mézièrois en moyenne. On a fait le calcul. Sur ce débat d'orientation budgétaire, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir apparaître ou modifier? Est-ce que pour vous, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Vous avez le droit. Non? Bon, ben, je vais vous proposer de prendre acte de ce débat, puisque je ne vous demande pas de l'approuver. Je vous demande de prendre acte que nous avons débattu. Donc, qui est contre prendre acte que nous avons débattu? Qui s'abstient? Très bien, vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point suivant, numéro 5, convention avec les résidences pour la gestion en flux des logements sociaux. Madame Imad, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour rappel, la législation permet à la commune de bénéficier d'un quota de logement au sein du parc social de sa ville lorsqu'elle se porte caution du bailleur en phase de construction des logements. Mézières-sur-Seine se trouve dans cette situation concernant des logements situés rue Émile Zola et place Ségala. Ainsi, lorsque la commune s'est portée garante de ces deux opérations, plusieurs logements ont été fléchés à son profit pour lesquels elle dispose d'un droit prioritaire de désignation des locataires à chaque vacance de ces logements. Or, le décret numéro 2020-145 du 20 février 2020 emporte la suppression de ce fléchage au profit d'un nouveau système dit en flux qui garantit à la commune un nombre d'attributions sur la durée de la garantie d'emprunt restante, nombre portant sur la totalité des logements de l'opération. Pour l'application de ce nouveau mode de droit d'attribution, la réglementation impose la signature d'une convention entre les communes et chacun des bailleurs pour lesquels elles ont garanti un emprunt. Aussi, les termes de cette convention ont été convenus avec le seul bailleur communal concerné, les résidences Yvelines Essonnes. Elle est présentée aux membres du Conseil pour approbation. Merci Madame Imad. Il s'agit là encore d'une décision du gouvernement d'imposer les choses en local sur une gestion en flux où toutes les communes sont perdantes, à mon sens. Bon, mais oui, Monsieur Pinchot. Oui, alors je sens qu'on va être d'accord sur la conclusion. Alors, parce que bon, j'ai lu attentivement cette convention, qui, je dois dire, est d'une complexité. On croirait lire un sketch de Raymond DeVos. Sur le plan administratif, c'est vraiment un monument. Alors, moi, j'ai compris une chose, c'est qu'on n'allait rien gagner, voire même être les dindons de cette convention. Parce que je vois nombre de droits de suite du réservataire 6. Nous avions 6 droits de suite sur 19 logements, ce qui faisait environ 30%. Et à l'issue de la convention avec l'histoire du flux, eh bien, nous tombons à 20%. 20% du flux. Où on nous dit que nombre de logements, je lis dans l'annexe, le document annexe, nombre de logements orientés au profit du réservataire, il n'est pas non quantifiable étant donné le faible nombre de logements. Donc on affiche tout de suite la couleur. Ça peut être 0 à la limite, parce que je vois 0,24. Je ne sais pas ce que c'est que 0,24 logements. En fait, c'est un taux, c'est un flux annuel. Donc en fait, pour eux, c'est 0,24 logements entre guillemets par an. Donc en fait, ce qui représente en fait sur le calcul, parce que comme ça devient une gestion en flux, donc on a en fait 11 droits, 11 fois le droit sur les dernières années qui va rester sur les années du garantie d'emprunt à proposer un logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait 6
logements qui nous étaient réservés. Oui. Et en fait, c'est des calculs. Nous, je pense qu'on n'est pas trop perdants parce qu'en fait, on a peu de logements. Sur des grosses communes avec énormément de logements, je vous le garantis, il y en a beaucoup qui sont perdantes. Là, avec la rotation, parce que c'est une question de rotation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la communauté urbaine, on calcule un taux de rotation à 6%. Donc le calcul a été effectué ainsi. Et là, on calcule sur les dernières années, il nous reste peut-être 25 ans sur justement les deux programmes, sur Émile Zola et au niveau de la place Égala. On peut 11 fois nous proposer quelqu'un. Voilà. Donc, peu de perspectives de logement des enfants, des habitants de la commune, je dirais de pas manière ça, prioritaire dans le parc social. Voilà la conclusion. Hein. Là, sur ce bailleur social, on a cette chance, c'est que ça ne concernait qu'un bailleur social. Et sur le peu de logements, je leur dis, Monsieur Pinchot, on arrive quand même avec une gestion, nous, aujourd'hui, d'une rotation qui est très faible. En général, les gens sont là, majoritairement là, depuis des années, sur tous ces types de logements qui ont été très peu réorientés dès lors qu'il y a eu un départ, soit parce qu'il y a une grande famille, ou soit parce qu'on a une personne qui a décidé de déménager. Voilà, ça reste très... mais je suis d'accord avec vous. Hein. Il y a eu des discussions, des réunions, et c'est pas encore terminé avec l'État sur ce dossier-là, parce que beaucoup de bailleurs encore n'ont pas encore signé les conventions avec l'État et les communes. Les premières, pour l'instant, on a les résidences en Yvelines, en Essonne, qui sont... D'ailleurs, la communauté urbaine a signé avec eux, et c'est pour ça que nous, derrière, on a signé la convention, dès lors qu'elle avait été déjà faite. Mais c'est compliqué. Et du coup, pour répondre à M. Pinchot, également, d'un point de vue législatif, on nous impose des nouvelles choses et je pense que, là je suis d'accord avec vous, ça a mal été calculé cette histoire, parce que les collectivités, à mon sens, et surtout à l'échelle de GPSO, on est perdant. En plus, la loi donc, a été votée par le législateur, mais le décret n'est pas sorti. Donc à GPSO, on est quand même un gros bébé. On a essayé de faire un peu de pression et on a interpellé le préfet sur le sujet. Il nous a été répondu, attention, vous jouez un mauvais jeu, puisque si le décret sort et que vous n'avez pas délibéré, vous perdrez tous vos quotas et tout ira au bailleur. Donc, on n'a pas eu le choix. Ouais. Voilà. C'est malheureux. Mais par contre, là où je reprends un peu ce que vous dites aussi, ne pas confondre le premier peuplement, où GPSO a une grande majorité, et souvent, on l'a vu dans le cadre du projet qui a été fait Avenue de la Gare, nous a sollicité, on a pu placer un maximum de dossiers issus des Méziérois, et puis au turnover qui, il faut se le dire, les gens quand ils arrivent à Mézières, en grande majorité, il n'y en a pas beaucoup, ils restent. Donc une fois qu'on maîtrise le premier peuplement, mais en effet après, voilà, je suis d'accord avec vous. Là, sur le coup, si j'avais l'occasion d'avoir notre député en discussion sur le sujet, même si c'est pas ça, il bosse pas trop là-dessus, mais je lui dirais mon ressenti de petit élu local, voilà, qui subit ce genre de choses, d'une grande technocratie en plus, et c'est vrai, où en fait tu comprends rien au truc, tu as l'impression comment tu vas te faire avoir davantage. C'est ça. Je suis d'accord avec vous, mais si on la vote pas, on prend un sérieux danger, d'après Monsieur le Préfet. Bien, y a-t-il d'autres questions sur cette délibération de gestion en flux? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Une délibération importante qui nous tient à cœur, la convention de partenariat avec The Sorority Foundation et un abri qui sauve des vies pour la protection des femmes et victimes de violences intrafamiliales. Madame Imad, je vous laisse la parole. Alors, la commune a sollicité les associations The Sorority Foundation et un abri qui sauve des vies qui œuvrent avec le même objectif, protéger les femmes contre la violence qui leur est faite chez elles ou dans l'espace public. Dans la continuité de la délibération de novembre 2023, ayant inscrit la commune dans cette même démarche, il est proposé de collaborer avec ces deux associations afin de communiquer et ainsi faire connaître et soutenir leurs actions. Cette convention n'emporte aucune conséquence financière pour la commune. Cette collaboration permettra cependant de disposer de davantage de moyens pour garantir aux femmes méziéroises une sécurité physique dans leur vie quotidienne grâce à un réseau de bénévoles de proximité. Il est proposé aux membres du Conseil, article 1er, d'approuver la convention de la convention avec les associations The Sorority Foundation et un abri qui sauve des vies en faveur des protections des femmes. Article 2, d'autoriser Monsieur le maire à en suivre et à assurer l'application. Merci Madame Imad. Des questions sur cette délibération, en tout cas sur cette convention que vous avez bien lue, j'imagine.
Et je vous invite, après cette délibération, à télécharger l'application de The Sorority, notamment si vous êtes des femmes, puisque pour l'instant, elle est interdite aux hommes. Pour l'instant. Mais ayant discuté avec l'association, ils sont en recherche de fonds pour qu'il y ait la même application pour les hommes, qui soit en SAS, et que si les femmes le tolèrent, elles pourront être protégées aussi par des hommes et inversement. Mais tant qu'il n'y a pas l'accord, elles resteront qu'entre femmes ou ils resteront qu'entre hommes. Mais voilà, ils sont en discussion. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas Mesdames de Sorority, je vous invite à regarder sur Internet, télécharger l'application, c'est gratuit. C'est pas forcément parce que vous subissez des violences, mais ça vous permet d'être en lien avec des femmes qui sont dans la même zone géographique que vous, dans les transports en commun, etc., si elles sont en danger, qu'elles puissent, à l'application, faire appel à votre aide. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Acquisition de la parcelle D28-6 Sentier des Gravois. Madame Drouet, je vous laisse la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Par courrier en date du 25 janvier 2024, la direction des finances publiques a informé la commune de son intention de cession de la parcelle D28, le long de la départementale 113, côté voie ferrée, et l'a proposée en achat prioritaire à la commune. Cette parcelle se situe au milieu d'une zone d'activité. Par ailleurs, sa localisation en bordure de voie départementale justifie que la commune puisse en conserver la maîtrise, afin de s'assurer de l'usage qui pourrait en être fait. Compte tenu du délai court laissé par l'État à la commune pour se positionner, il est proposé d'accéder favorablement à cette demande, puis de se laisser le temps de réfléchir à l'usage le plus adapté qui pourrait être donné à cette parcelle. Il est précisé que la valeur de ce bien a déjà été estimée par les services des domaines, qui a déterminé le prix à 15 280 € hors taxe. Considérant que la parcelle D28 se situe au cœur de la zone d'activité d'une part, qu'elle se situe en bordure de la RD 113 dans la partie urbaine de la commune d'autre part, la volonté municipale de maîtriser le devenir de cette parcelle afin de s'assurer de l'usage qui pourrait en être fait compte tenu de l'impact visuel et des nuisances qui pourraient générer une activité non désirée à cet emplacement, il est proposé ce soir aux membres du Conseil d'autoriser l'acquisition de la parcelle D28 pour un montant de 15 280 € hors taxe, d'autoriser la prise en charge par la commune de tous les honoraires et frais annexes nécessaires à la résiliation de cette cession, de préciser que cette opération sera inscrite au budget communal 2024 et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette acquisition. Merci, Madame Drouet. Des questions? Oui, monsieur. Je vais reposer la même question que j'ai posée en commission. Est-ce que vous avez un projet sur cette acquisition ou pas? Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est que n'importe qui ne l'achète pas. Donc déjà, parce que comme on l'a dit dans la délibération, on n'a pas envie qu'il se passe n'importe quel projet. À l'issue, parce que c'est quand même 15 000 €, donc à l'issue de la délibération, on verra autour s'il n'y a pas des projets intéressants pour Mézières, ou parce que 15 000 €, après ça peut être un bail, enfin on verra ce qu'on peut en faire. Mais on ne peut pas la laisser partir en vente. On est quand même sur une zone économique, donc on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Donc on l'inscrira, si la délibération est adoptée, au budget 2024, l'acquisition, donc les 15 000 €, et après on verra ce qu'on en fera. Mais à date, là, je n'ai pas de projet en tête. Ok. Bien, je mets aux voix. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Nold. Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, chers collègues, il s'agit d'une motion en faveur du conseil départemental que je vous propose. Et je vous lis. Le conseil départemental des Yvelines, qui éprouve actuellement d'importantes difficultés financières, a appelé chaque commune à présenter lors de son prochain conseil une motion visant d'une part à assurer l'autonomie financière des collectivités et d'autre part à réaffirmer le couple commune-département comme indissociable et solidaire. La municipalité de Mézières-sur-Seine a répondu favorablement à cette requête et soumet la présente motion. En effet, le département et la ville avancent main dans la main sur de nombreux sujets, au travers des compétences propres du département, que ce soit les routes, l'action sociale, le sport, mais aussi des subventions d'investissement qu'il accorde chaque année pour certains projets municipaux. Ainsi, ces dernières années, le département a subventionné notamment le nouveau centre de loisirs pour 403 500 €, ou le City Stade paysager pour 90 000 €, avec un total ces 5 dernières années de 531 100 € de subventions. La commune est également en cours de validation d'un nouveau contrat départemental afin de financer les nouveaux locaux périscolaires de la Villeneuve, les terrains de sport du stade de la Conche et la rénovation thermique des bâtiments scolaires. Ce sont ainsi près d'1 million € de subventions à venir, sans lesquelles les projets communaux ne seraient pas réalisables. Or, les départements français traversent des difficultés financières d'une ampleur inédite.
Le retournement brutal du marché de l'immobilier, impactant les ressources prélevées sur les droits de mutation à titre onéreux, les fameuses DMTO, et le ralentissement de la croissance française vont entraîner pour 2023 une perte de près de 140 millions d'euros pour les finances départementales des Yvelines. Au-delà de ce choc conjoncturel, c'est le modèle économique même des départements qui est remis en cause. Ce constat, nous le faisons également. Même si l'État a augmenté en 2023 son niveau de dotation aux collectivités territoriales, principalement via une hausse de 320 millions d'euros de la DGF, les dernières réformes de la fiscalité locale, avec notamment la suppression progressive de la taxe d'habitation, ont conduit à remplacer les recettes fiscales locales par des transferts en compensation de fiscalité nationale. Cette recentralisation de fait prive les collectivités territoriales de leur autonomie financière. Ce faisant, cela entraîne pour nous des incertitudes sur nos capacités d'investissement. Par ailleurs, notre système de décentralisation, véritable millefeuille territorial, s'asphyxie de normes et d'étages. Il semble urgent de reclarifier les responsabilités derrière lesquelles sont mises les compétences et de travailler à une autonomie financière réelle des collectivités territoriales, avec des recettes et des financements en lien avec leur territoire et leurs prérogatives. Une refonte globale de la DGF serait une des clés de réussite de ce pari ambitieux, avec une refonte des dotations qui prennent en compte les nouvelles réalités territoriales et notamment les disparités au sein des EPCI. Tout cela concourt simplement au respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités, fondement même de la décentralisation qui ne pourra survivre qu'avec des compétences clarifiées et une autonomie financière assurée. Pour ces raisons, la commune de Mézières-sur-Seine rejoint la demande faite par le Conseil départemental des Yvelines et demande à l'État, à court terme, de prendre les mesures de compensation financière pour faire face à la chute brutale des droits de mutation à titre onéreux, afin de permettre au département de poursuivre ses politiques de soutien aux communes et aux Yvelinois. À moyen terme, de garantir une forme d'autonomie financière aux conseils départementaux et aux communes pour leur permettre de conduire les politiques publiques pour lesquelles ils ont été élus et ainsi de conforter nos principes démocratiques. D'opérer le transfert des ressources financières nécessaires pour conduire toutes les actions ou politiques qui seraient imposées aux départements et aux communes. Demande que l'État, garant de l'unité de notre pays, s'engage dans un chantier de décentralisation afin de restaurer l'autonomie pleine et entière des collectivités locales. Voilà, mes chers collègues, la motion que je vous propose d'adopter. Monsieur Pinchot. Oui, dans un article de presse, Monsieur Bédier, qui est le président du conseil départemental, a tout simplement demandé un impôt supplémentaire au bénéfice des départements. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord, évidemment, sur cette solution de facilité qui est, chaque fois qu'il y a des recettes qui diminuent parce que la population est dans le besoin et qu'on cherche des impôts supplémentaires pour combler ce manque. Alors, je Déjà, ne serait-ce que de vous abstenir. Quand on a retravaillé cette motion, nous ne souhaitions pas demander à la création d'un impôt supplémentaire. C'est absolument pas dans notre ADN et voilà. Par contre, je trouve pas normal, et je l'avais dit pendant la campagne sénatoriale aux sénateurs, aux candidats sénateurs, ce millefeuille administratif et cette mauvaise répartition de l'impôt. Je vous donne un exemple simple, nous avons la compétence des écoles. Aucune commune de France, en tout cas on va dire de moins de 20 000 habitants, ne peut rénover ses écoles sans aller chercher de l'argent au département ou à la région, qui eux n'ont pas de ces compétences. Ça veut dire que l'argent il y en a, mais ça veut dire qu'il est mal fléché. Et c'est ce qu'on met dans les délibérations. S'il vous plaît, mesdames, messieurs les parlementaires, fléchez l'argent au bon endroit, suivant les compétences de chacun. De plus en plus, les communes, qui ont la compétence générale, on leur demande des choses, mais on ne met pas l'argent en face. Et on a de la chance, on a des strates comme la région ou le département, qui eux, en plus, ont des impôts dynamiques, puisqu'ils sont indexés sur la TVA. Donc eux, ils ont des recettes qui augmentent, etc. Donc on l'a prise pour soutenir le département, parce que c'est vrai qu'il va vivre un sale moment, et que ça a un impact sérieux
pour notre département. Donc on va être solidaire de notre département. Mais dans le même temps, on l'a pris parce qu'on veut aussi interpeller le législateur et le gouvernement pour dire attention, c'est une catastrophe. Ce qui se passe, c'est une catastrophe. Voilà pourquoi on l'a pris. Mais nous ne souhaitons pas un impôt supplémentaire, M. Pinchot. Je veux dire, j'ai vu les plans du nouveau collège, c'est qu'il reste encore un peu d'argent. Alors, je suis comme vous, je lis la presse, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir les plans du nouveau collège. Et dans la presse, il est expliqué que le collège d'Épône était reporté. Ok. Il est magnifique. Bah peut-être. Il est Sur déjà sorti de terre, non? Il était. Ah, il est pas sorti de terre. Moi, j'ai rien vu en tout cas, mais. On a un article ce matin. Ah, il y a eu un article ce Sur matin. Internet. Bon, très bien. Et bien, tant mieux si le département trouve les quelques millions. Il y en a un peu quand même, 50, pas loin, pour faire le collège d'Épône. Par contre, quand même, là, les problèmes qu'a le conseil départemental, ça vient aussi des lois qui ont été votées sans en mesurer les conséquences sur les ventes immobilières. Et il y a eu plein de choses qui ont été mises en route et sans qu'on en voit les conséquences en finale. Et là, on les voit. C'est 140 millions d'euros en moins. Mais bon, ça n'a pas été réfléchi. Il y a des lois qui sont pondues sans en voir les conséquences. C'est quand même aberrant. Alors, je note ce que vous dites, mais je vous reprends un peu. C'est pas la loi qui est votée qui fait baisser la DMTO. C'est le fait qu'on ait supprimé les avantages pour les primo-accédants, etc., liés au logement. Il y a eu les banques qui ne voulaient plus prêter, il s'est passé plein de choses au niveau bancaire. Et en plus, on a un gouvernement qui a décidé d'arrêter tous les types de défiscalisation dans la construction. Et qui s'est dit, le logement, les promoteurs, ils gagnent de l'argent, on le sait. Et il s'est dit, on va arrêter d'injecter des fonds, ou en tout cas des recettes en moins, et on va les laisser se débrouiller. Voilà ce qu'il s'est dit. Donc, en fait, ce n'est pas des lois qui ont fait, c'est un État qui a dit, on va arrêter d'enrichir les promoteurs. À tort ou à raison, peu importe, je ne suis pas au gouvernement et je ne suis pas législateur, mais l'impact fait que, entre les banques et cette décision de dire le logement, on va laisser réguler, fait qu'il y a une crise du logement, et forcément, la DMTO, elle chute partout en France, mais encore plus sur un département dynamique comme le nôtre, les Yvelines, aux portes de Paris. Alors c'est vrai que je pense que dans la Creuse, où ils sont moins impactés, mais nous, aux portes de l'Île-de-France, un département où GPSO, notamment sur GPSO, on construit 3500 logements par an depuis 2019. Enfin, vous voyez, c'est pas neutre. Voilà. Bien, puis-je mettre aux voix cette motion? Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Pinchot, Monsieur Adichan, Madame Nold et Madame Gau. Voté à l'unanimité, je vous remercie. 9e et dernier point, convention avec l'association AAA Aventure pour l'organisation de la Diagonale des Yvelines. Monsieur Martin, c'est à vous. Pardon. Merci, Monsieur le maire. L'association AAA Aventure organise depuis plusieurs années un trail à travers les Yvelines et dénommé la Diagonale. Déclinée en plusieurs distances, cette course propose un trail de 100 km, avec une arrivée commune dans le village de Rochefort en Yvelines. La municipalité de Mézières-sur-Seine a souhaité s'associer à ce trail de longue distance en proposant d'être ville de départ pour l'année 2024 consacrée au sport. Une convention de partenariat a été rédigée pour définir les modalités de partenariat entre la commune et l'association sur cet événement. Elle est soumise aux membres du conseil pour approbation. Considérant la volonté municipale de promouvoir le sport en cette année olympique, considérant que la course organisée par l'association AAA Aventure participe à la réalisation de cet objectif, considérant par ailleurs que l'association AAA Aventure est une association loi 1901 à but non lucratif, il est proposé aux membres du Conseil, article 1er, d'approuver la convention de partenariat avec l'association AAA Aventure pour l'organisation de la course de 100 km de la Diagonale de 2024, article 2, d'autoriser Monsieur le maire à la signer et à en suivre l'exécution. Pièce annexe numéro 12, c'est la convention. Merci à vous, Monsieur Martin. Des questions sur cette convention, qui n'a pas d'impact financier, bien sûr, et qui amène sur notre territoire le départ d'une belle course, un extra-trail de 100 km. Donc,
Oui, mais pas d'impact financier direct. Ça a un coût. Ça a un coût. Et encore que la salle arc-en-ciel, qu'ils l'utilisent ou pas, elle est chauffée. Hein. Mais je suis d'accord avec vous, ils vont l'utiliser de 5h à 8h du matin. Voilà. Bien, je mets aux voix cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie et vous invite ce fameux... Alors, j'ai plus la date. C'est quand, M. Martin? Le 6 avril. Le départ est à 6h du matin, je crois. Voilà. Donc, si vous êtes curieux, l'ensemble des athlètes partiront de la rue Fricoté. On fermera la rue. Il y aura un coup d'envoi. Ils partiront par la rue nationale et par le chemin Saint-Nicolas. Et ils vont... Ils prennent la grande rue. Ok, bon, ils prendront la grande rue. Et puis après, ils partent dans les bois. Ils vont jusqu'à Rochefort-en-Yvelines. Voilà, donc un peu plus de 100 km. Et le premier le fait en 9 heures, en théorie. Après la grande rue. Ouais, après la grande rue, là-haut, ça va... Alors... Il y avait ensuite, donc les délibérations sont terminées, il y avait les questions orales, et M. Pinchot, vous m'avez envoyé une question. Oui. Je vous laisse la lire. Alors, c'est une question sur la sécurité publique et sur l'évolution que nous avons connue récemment concernant la police municipale, puisqu'il y a quelques mois, nous avions collectivement décidé, sur proposition de M. le maire, de quitter la police pluricommunale Épône-Mézières au profit d'une police municipale entièrement dédiée à notre commune. Alors, la mise en place de cette nouvelle équipe a nécessité un délai, ce qui est normal. Aujourd'hui, alors qu'on évoque le budget ainsi que les priorités, les projets pour les années à venir, il sera opportun de faire un premier bilan de cette évolution. Le contexte, c'est que depuis plusieurs décennies, l'État s'est hélas désengagé de certaines fonctions régaliennes. La police nationale a vu ses moyens être comptés, même si nos dirigeants ont récemment pris conscience de l'erreur, puisqu'ils ont été confrontés à des troubles sociaux à répétition et une montée générale de la délinquance. Mais symétriquement, en tout cas, l'effet, c'est que le rôle de la police municipale s'est accru. Et elle s'impose désormais comme la seule police de proximité. La sécurité publique étant un objectif qui tient à cœur aux élus du Rassemblement national, j'avais demandé la constitution d'une commission sécurité, ce qui fut accordé. Malheureusement, nous n'avons eu qu'une réunion depuis le début du mandat et je souhaiterais que la commission soit réactivée et que les réunions soient au minimum semestrielles. Et qu'au-delà des seules statistiques sur les stationnements gênants, les petits excès de vitesse, les troubles de voisinage, je propose que soient évoqués les sujets suivants: l'accès direct des habitants confrontés à des problèmes d'insécurité à un numéro d'appel de notre police de proximité, le bilan des caméras de vidéoprotection et du poste de vidéosurveillance directe qui avait été évoqué, l'évolution des statistiques locales de la délinquance par commune et par catégorie, et en particulier les cambriolages et les agressions physiques. On a vu récemment, ceux qui lisent la presse, qu'il y a un bilan qui est fait pour l'Île-de-France et qui donne des statistiques assez inquiétantes quant à la recrudescence des cambriolages en particulier et des agressions physiques. Certaines municipalités mettent en place un dispositif original. C'est une offre payante aux résidents de la commune sous forme d'une solution de télésurveillance de proximité installée dans leur domicile par la police municipale, qui donc fait une offre qu'on peut qualifier de commerciale, mais ça leur permet à la fois d'être efficaces, mais aussi, puisque c'est commercial et qu'il y a des recettes, de développer son activité et de la financer. J'évoquerai également la relance des formules telles que voisins vigilants et solidaires, qui existent, hein, vous le connaissez, il y a certaines boîtes aux lettres qui ont le macaron,
Mais on peut dire que c'est un dispositif qui vivote, car il ne fait l'objet d'aucune promotion et pas de soutien municipal. Il faudrait évoquer aussi les mesures qui sont prises en coordination, évidemment, là, avec la police nationale, contre les points de deal qui tentent de s'implanter dans nos communes. Et puis, il y a la question des squats. Je crois qu'on y a été confronté il y a quelques mois. Alors, je me réjouis parce qu'on a eu comme premier point de l'ordre du jour, je crois, le rapport du Conseil citoyen. Et dans ce rapport, que j'ai lu attentivement, il y a une rubrique qui s'appelle « Sécurité ». Et quand on relit ce qui est demandé, je cite, c'est très court, « Pour lutter contre les cambriolages, les membres du Conseil des citoyens portent le souhait d'une présence plus importante de la police municipale, notamment pendant les périodes sensibles, lors des vacances de Noël et d'été, et d'inciter les habitants à être des voisins vigilants. Ils émettent enfin le souhait de revoir l'emplacement de certaines caméras de vidéoprotection. » Donc je suis content de voir que je suis en parfaite cohérence et en parfaite synergie avec le Conseil citoyen, en demandant donc un bilan sur toutes ces questions importantes. Je vais vous répondre parce que vous avez été au-delà de la question orale que vous m'avez envoyée et j'aime bien faire les choses précises. Alors, Monsieur Pinchot, je vous remercie pour l'attention que vous portez à la sécurité. Un sujet qui nous concerne tous et qui, croyez-le bien, est suivi de près par les services, notamment la police municipale, vous vous en doutez bien, et par l'ensemble du groupe majoritaire. Pour ce qui concerne la commission sécurité, celle-ci, en effet, est bien existante, vous en faites d'ailleurs partie, la sécurité étant intégrée à la commission municipale Affaires générales, services à la population, ressources humaines, qualité cadre de vie, sécurité, communication et cimetière. Vous devez faire référence à un groupe de travail sécurité qui a laissé place à des boucles d'échange entre élus, mais je vous rassure, tous les sujets ayant trait à la sécurité des habitants remontent bien à M. Padeloup, qui est adjoint à la sécurité, et à moi-même. Nous allons réfléchir à votre proposition de remobiliser ce groupe qui a surtout vocation à rendre compte et à proposer des améliorations. Vous conviendrez que notre police municipale n'est là que depuis octobre. En ce qui concerne les statistiques que nous recevons de la part de la police nationale de Mantes, le nombre de faits est bien heureusement stable, voire même en baisse pour les cambriolages, et reste pour la commune de Mézières relativement faible. Vous avez dû le voir, si vous lisez les journaux, on a eu une baisse des cambriolages pendant les gros moments de cambriolage au niveau départemental, et il y a eu un article de presse sur le sujet. Le nombre de faits relevés s'échelonnant entre 0 et 4 selon les mois, à Mézières-sur-Seine, c'est d'ailleurs là où j'attire l'attention de ceux qui nous écoutent, à l'égard de la présentation des statistiques. Par exemple, un volume de cambriolage augmentant de 1 ou 2 sur une période amène à des présentations orientées. Ce n'est pas la même chose de dire qu'à Mézières, le nombre de vols a augmenté de 150% sur une période, ou dire que cela a triplé, que de dire que le nombre de vols comptabilisés est passé de 1 à 3 sur la même période. Ce n'est pas la même chose. En ce qui concerne le reste des sujets, la mise à disposition d'un numéro direct à notre police municipale est liée au déploiement en cours du nouveau contrat de téléphonie. Ce nouveau numéro sera public et nous en ferons largement la promotion dans les prochaines semaines, dès son attribution. Pour le bilan des caméras de surveillance, qu'en dire si ce n'est le nombre de réquisitions? Cela ne permettra pas d'évaluer la dissuasion induite par ce genre d'équipement. À aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons bien un CSU actif à disposition des policiers municipaux dans l'hôtel de ville de Mézières. La mise en place d'une offre payante aux résidents de la commune sous forme d'une solution de télésurveillance de proximité. Sujet ô combien intéressant. Mais il nous faudrait bien plus de 3 agents de police pour assurer un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme peut le faire la police municipale du Vésinet. J'en ai discuté avec son maire, et c'est vrai qu'ils font à peu près 16 000 habitants, ce qui peut leur valoir en théorie 16 agents de police municipale. Pour ce service et les 3-8, ils en ont 24.
Et cette solution de télésurveillance par la police municipale leur permet de financer les 6 policiers excédentaires. Mais ça serait un investissement énorme pour une commune de Mézières d'avoir 24 policiers. Enfin, le chapitre 12, là... Voilà. Ensuite, vous parlez de deal. Mais quel point de deal? À ce jour, il n'en existe plus sur la commune. Toute tentative sera... Je suis le maire de Mézières, je ne suis pas le maire d'Épône. Toute tentative sera traitée sans délai par la police municipale et la police nationale, si de là devait se produire. Pour ce qui peut se lire sur les réseaux sociaux, sur ce qui a pu être antérieurement à notre mandat, je ne remets pas en question ce que certains habitants ont pu observer il y a plus de 4 ou 5 ans. Ceci dit, le sujet ne m'avait jamais été remonté durant le porte-à-porte mené en 2019, préalable à la campagne municipale. Dès que j'ai été élu maire, j'ai amené un petit sujet dont peu de personnes connaissent, hormis les voisins, sur un petit point de deal, et le souci a été traité rapidement et efficacement par la police nationale. Pour voisins vigilants, il existe, nous en faisons la promotion dans le magazine de temps en temps, au moins une fois par an. Et pour ce qui est en effet de la volonté du Conseil citoyen, mais de nous tous et de vous aussi, de la présence plus assidue des policiers municipaux, depuis octobre, vous le voyez, nous voyons nos policiers. Et en plus, ils effectuent parfois des nuits. Quand je dis des nuits, c'est jusqu'à minuit, 1 heure. Et ils travaillent aussi certains week-ends. À l'échelle de notre commune, avec 3 agents, on ne peut pas faire beaucoup plus, malheureusement. Mais, encore une fois, certainement de par les caméras, de par l'arrivée de la police, j'en sais rien, mais les chiffres ont été améliorés. Et encore une fois, je vous le dis, les chiffres sont... En général, tous les mois, je reçois les statistiques. Entre les vols, les violences, parfois, c'est juste 2 voisins qui s'embrouillent parce que... Enfin, voilà. C'est 2, 3 par mois. Mais c'est des... Voilà, parfois, il y a des vols ou des rétroviseurs arrachés. Enfin, voilà, c'est... Voilà pour vous répondre, Monsieur Pachot. Mais je vous remercie de votre question. Comme d'habitude, avant de vous faire un petit point concernant la commune... Je peux vous poser une question quand même pour la sécurité. Est-ce que les caméras sont toutes en fonctionnement? Alors, toute une part... On va dire le... Oui, il y en a une ou 2 qui... Non, ben... Ah, ça y est. Ah, bon, ben, toutes les caméras sont fonctionnelles. En fait, on a eu un problème à la conche lié à l'ordinateur, parce que vous savez qu'à la conche, ils ne sont pas reliés en fibre, pour l'instant. Et donc, on a eu un souci avec l'ordinateur qui... Voilà, mais maintenant, ça a été réglé cette semaine. Parce qu'au mois de mai, quand j'ai eu une tentative de cambriolage l'année dernière, la caméra au lavoir ne fonctionnait pas. Donc, bon, si on a des caméras qui ne fonctionnent pas, ça ne sert pas grand-chose. Au mois de mai, on était encore avec Épône, Oui. et on a eu pas mal de soucis. Et quand on a mis le CSU ici, on a réglé beaucoup de soucis. Voilà. D'accord, je voulais savoir. Thomas, est-ce qu'il y a des questions sur le Facebook Live? Je crois qu'il y a une vingtaine de personnes, il y a peut-être des questions? Oui. Allez, j'en prends 1 ou 2 max. Il y en a 2. Ah bah c'est parfait. Première question de Monsieur Barthélémy. Bonsoir, une question pour nos licenciés. Le terrain du stade de la Conche, une moitié du terrain est dans le noir. Alors je crois que M. Alberstadt, vous avez la réponse à cette question, c'est que d'une part, il y a des soucis, donc comme il le dit, d'éclairage. D'autre part, on est sur des éclairages très anciens qui consomment à fond. Et on veut changer, mais quitte à changer, à prendre une nacelle qui est le plus gros coût, on veut complètement tout passer en LED, qui va nous faire des économies monstrueuses. Mais avant de le passage en LED, la semaine prochaine, me semble-t-il, on a une machine qui vient tester les mâts. C'est ça, hein? Le 28. Voilà. Et donc, ça rentre dans le cadre de tout ce qu'on veut faire au stade de la Conche. On ne va pas mettre un pansement sur une jambe de bois, dépenser 3 000 € pour changer une ampoule. On veut tout faire d'un coup. Comme ça, on est tranquille, on passe tout en LED et en plus, on fait des économies. Donc, mais là, on doit vérifier la structure avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, je suis désolé s'il y a un peu d'obscurité sur une bonne moitié du terrain. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a un autre petit souci aussi. C'est que quand ils ont refait le terrain, ils ont un peu oublié les 4 poteaux et ils ont oublié de pouvoir faire passer une nacelle. Donc on n'a aucune nacelle qui puisse monter jusqu'à la hauteur des poteaux électriques. Et du coup, ils vont faire comment? Eh bien, il faut trouver une nacelle spéciale qui nous coûte pratiquement le prix du déplacement.
Ok. Bon, c'est du détail. Mais en tout cas, M. Barthélémy peut être rassuré. Nous sommes sur le dossier. Et deuxième question. Deuxième question sur les places de stationnement rue Nationale. Mais c'était pas plus précis que ça. Et qui est-ce qui pose la question? Ticaz, Payet. Ah. Donc, ok, il ne parle pas de la rue nationale là-bas, il parle de la rue nationale là-bas. Parce que je vois où il habite. Du coup, place de stationnement, à mon avis, il parle des soucis de stationnement rue nationale, mais dans ce coin-là. Il y a des habitants qui sont venus me voir à cet endroit. La vraie solution, parce que c'est vrai qu'il y a des soucis, hein, moi aussi j'habite rue nationale dans ce coin-là, et c'est difficile de se garer. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont la place chez eux, mais vous devez vivre ça dans tous vos quartiers. Il y a plein de gens qui ont la place chez eux, mais qui, soit parce qu'ils ont transformé leur garage en chambre, ou soit parce qu'ils ont la flemme d'ouvrir le portail, se garent sur l'espace public. Et l'espace public, on ne peut pas faire mettre une amende à quelqu'un parce qu'il n'est pas garé chez lui. Il est juste réglementé aujourd'hui sur les stationnements ventouses, donc c'est plus de 7 jours. Mais votre voisin, même s'il a la place pour 4 voitures chez lui et qu'il met les 4 dehors, on ne peut rien lui faire. La seule solution qu'on a, et on l'a fait rue Nationale pour les commerces, c'est de passer une zone en zone bleue. En zone bleue 1 heure, 1h30. Et là, votre voisin, si on distribue, comme on a fait rue Nationale, des macarons à des habitants qui, eux, n'ont pas de garage, il ne va plus se garer en zone bleue. Parce que forcément, il a un garage, il rentrera. Mais, comme je l'ai dit, et à certains habitants qui sont venus me voir dans le bout de la rue Nationale, moi, je suis prêt à passer ça en zone bleue, mais il faut que les habitants le demandent. Je ne veux pas arriver en disant je vais tout passer en zone bleue. Les gens ils vont dire c'est de la restriction de droit, etc. Donc, j'invite monsieur, s'il le souhaite, tout comme j'ai fait avec d'autres habitants, faites une pétition dans la rue Nationale pour inciter le maire à passer en zone bleue. Et si vous récoltez plus de la moitié des habitants de la rue Nationale, je passerai en zone bleue la rue Nationale. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen d'empêcher les gens qui ont des garages de se garer sur l'espace public. On l'a vu avec M. Chabrier quand on a créé tous les places. Il y avait un vrai besoin de place à Mézières. On a créé autour de l'église plus d'une vingtaine de places. Je ne pensais pas qu'il y en avait besoin autant parce que plus tu crées de places, plus les gens se garent. Donc bon, voilà. Et puis malheureusement, dans ce côté de la rue Nationale, je ne vois pas comment on pourrait créer plus de places, si ce n'est raser une maison pour faire un parking. Donc ça ferait cher le stationnement. Après, je voulais revenir, mais parce que moi aussi j'habite rue Nationale, mais je pense que la problématique n'est pas que du fait de se dire de créer des places de zone bleue, parce qu'en fait, ça arrive le soir. C'est souvent quand les gens rentrent du boulot. La journée, il n'y a pas de problématique de stationnement. Mais je pense que M. Bayet doit peut-être parler de problématique de stationnement. Quand tout le monde rentre en même temps, il n'y a plus de place, il y a plusieurs voitures, les gens ne rentrent pas forcément leur voiture dans leur garage. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire de la prévention en bon voisinage, que les gens puissent... Mais c'est vraiment plus en fin de journée. Et je pense que même si on met en place une zone bleue sur la rue Nationale, la problématique sera toujours la même dès lors qu'après 18h, les gens rentrent du boulot. Non, mais à ce moment-là, il faut être futé. Tu mets la zone bleue de 8h à 20h. Le gars, quand il va rentrer du boulot, tu vois, comme il n'a pas de macaron résident, et si le lendemain, il commence à 9h ou il fait du télétravail ou peu importe, il va être obligé de se garer chez lui. Parce que sinon, ici, il va se prendre 35 € par l'APM. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, sauf s'il y a d'autres solutions, et que moi, je veux bien qu'on me l'amène, mais la seule solution, malheureusement, qui est restrictive, je le comprends, c'est la zone bleue. Parce qu'aujourd'hui, on peut empêcher personne de se garer sur un espace public. Et on ne peut pas privatiser un espace public. Hormis pour un déménagement ou un truc comme ça, mais voilà. Monsieur le maire, je voulais juste revenir sur les mâts. C'était pour vous dire que nous, on avait pris une nacelle et qui avait bien changé les nions, toutes les ampoules. Ça peut être bien que vous soyez en lien avec M. Martin, parce que... Ah, il y en a une. Il y en a une, on va faire passer une nacelle, sauf que ça va nous coûter 3 fois le prix. Elle est plus chère. Ah bah si, c'est sûr. 8 000 € pour changer les ampoules. C'est le premier devis qu'on a. 8 000 €. Donc, ouais, on va pas se battre sur un souci de nacelle. Ah non, mais... Il y en a une qui est passée, oui, c'est pas la question. De toute façon, dans tous les cas, au pire du pire, après on passe à l'hélicoptère. On va trouver une solution pour changer ces mâts. Bien, maintenant qu'on a terminé les questions orales, les questions diverses sur les réseaux, le conseil municipal, bien évidemment, est presque clos. Je voulais juste vous faire un point d'information pour à la fois le conseil municipal, mais aussi celles et ceux qui nous regardent, que je remercie encore. J'espère que nos aînés seront nombreux à la conférence cybersécurité prévue le 21 mars à 10h en mairie, qui est co-animée par la police municipale et le conseiller numérique, de manière à les sensibiliser sur la sécurité sur Internet.
Le samedi 23 mars au matin, pour les parents et les tout-petits, nous vous donnons rendez-vous au Relais Petite Enfance pour divers ateliers dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Relais Petite Enfance est juste dans le centre de loisirs. Le dimanche 24 mars, le salon du livre organisé par l'APEV, l'association des parents d'élèves de la Villeneuve, à la salle Arc-en-Ciel. Le 29 mars au soir aura lieu le premier meeting professionnel à Mézières-sur-Seine en présence des présidents de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre des métiers. Si vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant sur la commune, pensez à vous inscrire cette semaine. Il y a un article sur notre site internet et il y a eu des publications sur nos réseaux sociaux. Enfin, le 30 mars, animation de Pâques au Stade de la Conche, de 15h à 17h30, chasse aux œufs et mini-ferme comme l'année dernière. Et en plus, une représentation tout le week-end du Motor Show que nous avons fait revenir cette année, puisqu'il y a eu une très grande réussite l'année dernière. Et comme l'année dernière, nous avons offert à tous les enfants des écoles primaires une place, puisque c'est gratuit pour les maternelles. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Et monsieur le maire. Je voulais vous dire aussi qu'il y a, en même temps que le salon du livre de la PEV le 24 mars, toute la semaine, vous avez dans la galerie de la salle Arc-en-Ciel, donc visible de l'extérieur, une très belle exposition sur Spirou, faite par l'association Bulle de Mantes, c'est eux qui organisent le festival de la BD à Mantes. Et je vous invite à tous à aller voir, c'est une très belle expo. Oui, Madame Imad. Et nous avons aussi, samedi 23 mars, une jonquille contre le cancer. Ah oui, à Lidl, vous pouvez acheter pour l'Institut Curie des jonquilles. C'est l'association Les Souliers Roses qui vend des jonquilles comme l'année dernière. Bravo. Très bien, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Je demande aux élus du conseil municipal de rester. S'il vous plaît, on coupe le live. Merci. Parce qu'en fait, on va vous...